Hola, comment tu vas? Je suis très, très contente de continuer sur ce sujet après qu'on ait abordé, les hormones féminines dans l'épisode précédent. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire de ce pas. C'est une petite pépite où tu seras par la suite incollable sur le sujet. On va aller droit au but dans cet épisode parce qu'il y a énormément de choses à dire et selon moi, c'est un épisode masterclass, sur le sujet. Alors prends de quoi noter, prépare-toi à être chamboulé. Après cet épisode, je te garantis que tu ne verras plus ton environnement de la même manière et tu ne seras peut-être même révolté, en colère, normal, mais c'est génial parce que ça va t'aider à faire bouger les choses. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à unir ton couple intérieur sur tes énergies créatrices, féminines et masculines. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, déployons ton pouvoir personnel et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Je ne vais pas revenir sur les hormones féminines en détail. Écoute l'épisode précédent. On a 2 hormones indispensables à la santé optimale de la femme. Ce sont les oestrogènes et la progestérone. On est tous plus ou moins en déséquilibre hormonal ou ça arrivera au cours de la vie déjà en premier par rapport aux grandes phases dans la vie d'une femme, la puberté, les menstruations, la grossesse s'il y a, la préménopause et la ménopause. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de maladies gynécologiques, hormonodépendantes, telles que des fibromes, des kystes, des cancers du sein, de l'utérus, l'endométriose, l'adénomiose, le syndrome polykystique que l'on nomme aussi SPOK, l'hypothyroïde, l'aménorrhée, donc c'est quand tu n'as pas tes règles, l'acné, chute de cheveux, infertilité. Toute femme au cours de sa vie menstruée rencontrera le fameux SPM, donc le syndrome prémenstruel, souvent lié à un manque de progestérone. Tout ceci est la réponse à un déséquilibre hormonal. Alors bien souvent, pour de nombreuses femmes, des taux de progestérone plus bas que les taux d'œstrogène. Et donc les oestrogènes sont alors en excès, ce qui perturbe cet équilibre œstrogène-progestérone. On parle alors d'hyperœstrogénie relative ou de dominance relative en œstrogène. Et attention, parce que c'est hyper fréquent, on est nombreuses, même si tu n'as pas une endométriose par exemple, par contre ton déséquilibre hormonal peut t'amener à une endométriose ou autre trouble gynécologique ou maladie. Mais alors c'est dû à quoi ce déséquilibre hormonal? On va voir ça maintenant. Première cause, l'alimentation. Et oui, commençons déjà par la base, notre médecine première. Si toute ton alimentation est transformée, bourrée de produits industriels, de plats préparés, de fast-food, de gras, de friture, plus un produit est industriel, plus il est vide de vitamines, minéraux. Par ailleurs, plus un produit est industriel, plus on va probablement y intégrer des additifs, conservateurs et autres ingrédients sans valeur nutritionnelle qui ont tendance à être inflammatoires et donc pas tes potes pour tes hormones. Donc, quelques points clés quand tu fais tes courses. Si la liste des ingrédients est longue, n'achète pas. Si la liste des ingrédients est incompréhensible, n'achète pas. Si la liste des ingrédients plein de E suivi d'un chiffre, attention, conservateur. Ce n'est pas parce qu'un produit est affiché bio, vegan, sans gluten ou autre qu'il est forcément sain. Regarde la liste des ingrédients. Ce n'est pas parce qu'un produit est light ou allégé qu'il est bon pour ta santé. Au contraire, encore plus sucré, donc pic de glycémie. Privilégie donc les produits bruts et naturels, favorise le bio au maximum. Arrête de me dire que le bio est plus cher, surtout si tu habites en métropole. Aujourd'hui, c'est tellement développé que tu peux acheter directement aux producteurs locaux. Tu as même des livraisons de paniers et des fois, c'est même moins cher que le non bio. Je sais par contre que dans les dom-toms, c'est une réalité, c'est plus cher, c'est pas le même prix, mais il y a toujours des solutions qui existent. Quand j'étais à la run, j'ai dû faire des concessions, c'est sûr. Il y a des produits que je consomme tous les jours comme l'huile d'olive
ou je vais le prendre bio parce que c'est des produits riches en nutriments, aux nombreuses vertus, tout comme les pommes, ce n'est pas le plus cher en bio et en plus, c'est le fruit qui contient, le plus de pesticides. Dans la mesure du possible, toujours acheter bio les 12 fruits et légumes qui concentrent le plus de pesticides et autres substances dans l'agriculture conventionnelle. Tu retrouves cette liste sur internet et tu retrouves aussi la liste, hein, sur les 15 fruits et légumes où tu peux faire des concessions. Ce sont des choix que tu fais et puis tu peux te tourner à nouveau, hein, vers les producteurs locaux ou les marchés qui utilisent le moins de pesticides. Ça existe, voire des marchés où tu as du bio. Bien entendu que dans le bio, il n'y a pas zéro pesticide. Ce n'est pas possible, mais il y en a moins. C'est sûr que si tu achètes des kiwis bio, hein, qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui ont fait 4 fois le tour de la Terre, donc merci en plus l'impact écologique, tu vas les payer hors de prix, hein. Cet hiver en métropole, lors de la saison des kiwis, je me suis régalée. J'en consommais rarement à La Réunion parce que ce n'est pas un fruit que tu trouves là-bas. Bref, j'ai acheté des kiwis du sud-ouest, donc tout juste dans ma région. 1 kilo, je les ai payés, allez 4 €, 3,99 €. Alors, si ça c'est cher, si tu me dis que oui, faut revoir tes priorités et ta vision de l'abondance et de l'argent aussi. Parce que moi perso, ma santé, c'est bien plus important. Bien manger aussi, donc je m'en fiche en fait de mettre le prix là-dedans plutôt que, dans, des fringues. Bref, hein, ce sont des choix libres à chacun. Je te partage la cause des déséquilibres, après tu fais ce que tu veux. Donc ensuite, cuisine au maximum. Essaye de faire le plus de choses possible maison et d'avoir un rapport équilibré dans ton assiette. C'est-à-dire qu'à chaque repas, tu dois idéalement avoir des fibres, des protéines, des glucides et des lipides. Beaucoup de femmes ne mangent pas assez de protéines, ce qui peut être une des causes de leur déséquilibre hormonal. Je rappelle que les protéines sont indispensables, pas seulement dans la transformation de l'énergie et le développement de la masse musculaire, mais avant tout, les protéines sont responsables de la production des hormones. De nombreuses hormones sont faites de protéines. Elles permettent aussi de catalyser toutes les réactions biochimiques du corps. La portion standard est de 1 gramme par kilo et par jour. Exemple, une femme de 60 kilos égale 60 grammes de protéines par jour. Pour obtenir 60 grammes, il faut environ 300 grammes d'aliments protéiques. Et bien entendu que ça va varier aussi par rapport à ton activité physique, hein. Si tu fais du sport, si tu es dans un projet, par exemple, de prise de masse, etc., bah, tout ça, ton apport en protéines, il va varier. Mais ça, ce que je te dis, c'est vraiment la portion standard. Donc c'est un point encore plus important si tu es végétarienne et encore plus si tu es végane et l'apport en vitamine B12 n'est pas suffisant. Attention, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais quand tu adoptes cette alimentation, selon moi, tu dois être hyper calée, une experte sur le sujet pour ne pas justement être carencée. Je rappelle également que les protéines végétales ne sont pas complètes en termes d'acides aminés, donc il faudra trouver le moyen par d'autres aliments. D'où, encore une fois, l'importance d'une assiette complète et équilibrée à chaque repas. Mais même sur ça, il faut bien comprendre que les protéines végétales ne sont pas égales aux protéines animales. Non seulement il faudra des quantités considérables pour atteindre la même valeur nutritionnelle en termes de protéines animales, mais en plus de ça, même si les protéines végétales ont beau être souvent très riches en vitamines, minéraux et autres micronutriments, beaucoup sont peu absorbés et peuvent même empêcher l'absorption de certains minéraux comme le zinc, très important pour les hormones. Enfin, certains pros de la nutrition, hein, ou naturopathes spécialisés, hein, dans l'accompagnement des femmes, ou des gens hyper calés sur le sujet, ne conseillent pas cette hygiène alimentaire sur du long terme, en dehors de la conscience animale, mais plutôt d'un point de vue santé, où elle peut lentement se dégrader au fil des années. Ça pourrait être un sujet, hein, à débat. Mon point de vue là-dessus, c'est qu'à partir du moment où tu vois que ta santé est mauvaise, que tu n'as pas d'énergie, ton corps est inflammé, douloureux, tu tombes malade souvent, bref, t'es pas au top. Je pense que le plus important dans tout ça, c'est ta santé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de conscience pour le vivant, mais c'est un choix libre à chacun. Je n'irai pas plus loin sur le sujet, en tout cas pas aujourd'hui.
Encore une fois, il y a beaucoup de femmes qui ne mangent pas suffisamment. Elles peuvent être choquées, de voir au final les portions pour un repas complet et équilibré. Attention aux régimes qui font plus de dégâts qu'autre chose. Et puis, je suis désolée, mais c'est du grand n'importe quoi. Se priver, manger que des salades, une pomme par jour sans sel, voire perdre 10 kilos en un mois, là, c'est aller droit au mur pour ton corps, ta santé et tes hormones, hein. Oublie les régimes, pense plutôt rééquilibrage alimentaire. Au final, c'est ça, en fait. Réapprendre à manger, à consommer, à cuisiner, réapprendre à être à l'écoute de son corps, réapprendre à observer. Donc, pour aller plus loin dans l'alimentation, privilégie, et ça vaut pour tout le monde, une alimentation la moins inflammatoire possible, et encore plus lorsque tu es atteinte d'une maladie. Donc, qu'est-ce qui crée de l'inflammation dans notre corps et du coup qui va impacter l'homéostasie, l'équilibre, tous les systèmes et même tes organes? C'est parmi les premiers les excitants. Donc, le café. Et oui, mes fanas de café qui ne peuvent pas s'en passer ou qui en boivent à jeun sans même s'être hydratés dès le matin. Non seulement c'est acide, de toute façon, tout ce qui est acidifiant, si on ne fait justement pas attention à cet équilibre acido-basique, bah, ça va créer de l'inflammation. Il est noté que le café a d'autres effets délétères pour l'organisme, hein. En plus d'envoyer un message de stress comme les autres excitants, il altère le transit et expose les glandes surrénales à une surstimulation, ce qui épuise nos réserves d'énergie. Comme tout excitant, il y a aussi un côté addictif, car le café entraîne une augmentation de dopamine dans le cerveau, ce qui accroît le sentiment de bien-être. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la satisfaction, du plaisir instantané et de la motivation. Il y a une étude danoise, qui a prouvé que la consommation de 5 tasses par jour réduisait la fertilité d'une femme de 50%. Une autre étude a quant à elle mis en évidence le lien cause à effet entre la consommation de café et la sévérité du SPM, donc du syndrome prémenstruel. Le thé aussi est un excitant, même si c'est différent, mais il y a quand même de la théine, ce qui reste un excitant, hein, voilà, mais moins puissant que le café. Effet indésirable, l'autre effet indésirable en tout cas du thé est l'impact sur les taux de fer. Les végétariens et les anémiques, ou même les gros consommateurs de café, pas de café, de thé, pardon, parce qu'il y en a aussi, qui boivent énormément de thé. Et en plus de ça, je rappelle que c'est pas quelque chose qui t'hydrate, au contraire, c'est diurétique. Donc vous devez veiller à ne pas trop consommer justement de thé au risque de mal assimiler le supplément en fer. Bien entendu, tout ce que je te dis là, lié à l'alimentation, je ne te dis pas de tout arrêter, surtout au début, ça te crée plus de frustration. Diminue petit à petit, fais-le en conscience, trouve un équilibre. C'est comme tout en fait. Je ne te dis pas de tout supprimer, c'est un choix qui t'appartient. Il y a aussi des bienfaits à ces aliments. C'est pas noir ou blanc, tu vois, sois juste consciente. Fais des tests sur plusieurs mois pour observer ton corps, tes sensations, ton énergie. Si quand tu reprends un aliment, une boisson, tu te sens à nouveau drainé, c'est que c'est que ça te convient pas, tout simplement. Donc après, c'est à toi de faire le choix, encore une fois, de continuer ou pas. La souveraineté holistique, c'est ça aussi, être capable de faire les choix en conscience et de se responsabiliser quel que soit le choix. Ok, donc ensuite, dans les autres excitants, on va avoir l'alcool, certainement l'un des pires, pour ta fertilité. Et en plus, c'est hyper sucré. Donc, des fois, rien qu'en diminuant, voire en enlevant complètement l'alcool, ça, tu peux avoir des miracles sur ton déséquilibre hormonal ou par le fait que tu as envie de perdre du poids, par exemple, ou que tu as un projet bébé, ou même le fait de vouloir retrouver de l'énergie, de la vitalité, de la clarté d'esprit. Il y a rien pour moi de bon dans tout ça. Ce sont des choses énergivores où tu penses que ça t'apporte du plaisir, dopamine, plaisir instantané, mais en fait, pas du tout. Souviens-toi de ta dernière gueule de bois et les 3 jours pour t'en remettre.
On le voit bien aussi avec les gens qui sont pris par leur addiction. Est-ce qu'ils sont heureux? Non. Le tabac, pareil, rien de bon pour ta santé. Et puis, combiné à la pilule, c'est le combo gagnant. Alors les drogues, n'en parlons même pas. Alors il y en a qui vont me dire: «Oui, mais quand, tu vas en soirée, moi je ne peux pas ne pas boire, tout le monde boit, je vais pas faire la nana relou», alors, genre tu peux pas t'amuser sans alcool, tabac, drogue, hein. Et en plus de ça, tu te soucies de ce que vont dire les autres et de l'image qu'ils vont penser de toi. Non mais t'imagines là le degré de dépendance au monde extérieur, à la société. Mais là tu es un mouton. Tu ne penses pas par toi-même. Je suis désolée de dire ça. Quand tu sais pourquoi tu le fais et parce que tu sais que ça fait partie de tes convictions, valeurs de vie, déjà non seulement tu te respectes et t'en as rien à faire de ce qu'ils vont penser les autres. Et puis si tes amis, enfin tes soi-disant amis, ils te disent que t'es chiante, ennuyeuse, que tu ne sais pas t'amuser, mais change d'amis en fait. Tu es pas dans ton plein pouvoir là. Moi, je ne fume plus. J'ai fumé hein, vite fait, genre gamine, hein. Pareil pour l'alcool. C'est rare que tu me vois avec un verre. Et quand je le fais, c'est même pas pour faire comme les autres. Je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, kiffer le moment. Et pour moi, je sais pourquoi j'ai arrêté. En dehors du fait de l'endométriose, j'ai un problème déjà avec le fait d'être dépendant de quelque chose. Ça regarde que moi, ça, hein. Pour moi, même quand je fumais quelques cigarettes à dos, déjà, j'avais pas les mêmes notions qu'aujourd'hui, ni même le même niveau de conscience, mais je savais au fond, et je me le disais, que je ne serais jamais dépendante de ce genre de choses. Donc, quand j'ai dit j'arrête, c'est naze, j'ai arrêté, point. Pour moi, c'est que tu es faible autrement et que tu combles un vide, une souffrance là-dedans. C'est mon opinion. Ma santé est 1000 fois plus importante que de boire, fumer, consommer des drogues. Je suis à des années-lumière de ça et tu pourras jamais me convaincre de changer mon opinion. Par contre, je m'en fous que mes amis le font, ça les regarde, mais elles me respectent et je les respecte. Chacun fait ce qu'il veut et ça vaut pour plein de choses. C'est pas ma vie, c'est pas mon corps, donc je m'en fiche en fait. On revient, comme ça je redescends aussi, dans les aliments inflammatoires. Je vais y retrouver aussi les viandes rouges, charcuterie, lait, produits laitiers, graisse animale, d'autant plus, et je fais une aparté sur la viande dedans, j'y inclus toutes les viandes rouges, blanches, poissons. N'oublions pas que tu vas y retrouver tout ce que l'animal a consommé et il n'y a pas que du pâturage. Tu as aussi des médicaments, des vaccins, des hormones, des perturbateurs endocriniens. Et donc forcément que tu vas l'ingurgiter, donc tu l'auras bien compris que, encore une fois, le bio sera favorable. Manger peut-être moins, mais de meilleure qualité. Le gluten également va créer de l'inflammation, sachant que le blé d'aujourd'hui est 100 fois plus modifié qu'il y a déjà à peine 50 ans. Il y a aussi des aliments plantes qui vont favoriser certaines hormones. C'est pour ça que des fois tu peux voir ou entendre parler des termes hormone-like, estrogen-like et progestérone-like. Ça veut dire que ça va stimuler tes hormones, les oestrogènes et la progestérone, ce qui peut être une aide si justement il y a un déséquilibre, et en même temps attention si tu as une maladie justement hormonodépendante ou que tu es atteinte d'endométriose, etc. Parce que du coup, ça peut favoriser la croissance de la maladie, vu que tu la nourris en quelque sorte. Je fais une aparté sur les huiles essentielles, où justement, si tu as un déséquilibre hormonal, qui vont justement avoir ce côté hormone-like, donc attention également, parce que c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. Par exemple, l'huile essentielle de titri ou arbre à thé, une huile essentielle très connue à la mode, hein, tu en vois partout dans les cosmétiques, mais même utilisée pure, notamment pour les boutons, hein, où tu peux entendre un conseil du style: mets-toi une petite goutte d'huile essentielle de titri sur ton bouton pour qu'il disparaisse. Moi-même, je l'utilisais souvent, sauf qu'elle est œstrogène-like. Elle renferme des molécules qui peuvent imiter l'action des oestrogènes. Ce n'est pas parce que tu la mets sur ton bouton du visage que ça ne passe pas dans le sang. Ta peau n'est pas complètement imperméable. Je rappelle, ça rentre dans les différentes couches du derme et ça circule dans le sang.
les hormones circulent dans le sang, encore une fois. Donc, c'est pareil, hein, quand tu mets une crème, on comprend aussi, hein, donc la nécessité de faire également attention, non seulement, comme je viens de te dire, à tout ce qui va être cosmétique, mais aussi aux matières que tu mets sur ta peau. Donc c'est-à-dire, lié aussi à tes vêtements. Donc, si tu as des vêtements où c'est que, des choses, à base de plastique, heu, donc des dérivés aussi de pétrole ou qu'il y a eu des produits chimiques dedans et tout ça avec, le frottement de tes vêtements, mais aussi lorsque tu fais du sport. Souvent les brassières, tout ce qui est en legging de sport, tout ça, c'est des matières à base de plastique. Transpiration, transpiration, tu as les pores qui s'ouvrent et ton tissu, il va aussi libérer, tous ces chimiques, en fait et ça va s'imprégner, rentrer dans ta peau, tu vois? Et c'est pareil quand tu laves ton linge et cetera et tout ça, en fait, on n'y pense pas. Tout ça, on n'y pense pas. Moi, la première. Donc pour ça, aujourd'hui, je fais attention, à ce que je porte aussi comme vêtements. Là, je suis en train de changer aussi toute ma gamme. J'ai commencé à le faire depuis déjà quelques mois, donc pour, le yoga, le sport, où je favorise des matières naturelles comme, par exemple, le, coton ou à base de plantes comme le bambou, et cetera. Donc autre point sur l'alimentation, en plus de l'équilibre acido-basique, fais attention à ta glycémie. On entend de plus en plus, hein, parler notamment de l'alimentation à indice glycémique bas depuis la sortie du livre de Jessie, alors je ne sais pas comment on dit son nom de famille, je suis vraiment désolée, Inshops, qui a écrit, «Faites votre glucose révolution». La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc on oublie souvent que nos aliments contiennent du sucre, hormis, hein, sur les produits bruts, hein, tels que la viande, les huiles, et cetera. Mais une alimentation à indice glycémique élevé, trop sucrée, non seulement ça va épuiser ton organisme par des pics de glycémie, tu vas avoir un regain d'énergie sur le moment, et après, genre gros coup de barre. Et tout ça, ça épuise ton pancréas, mais aussi ton foie. Et en plus, ça crée un terrain acidifiant, donc inflammatoire. Et c'est un cercle vicieux. Petit point sur le sucre, toute forme de sucre issue de betterave, canne, de certaines plantes comme la stevia, miel, d'agave, le lait. Tu peux aussi entendre le sucre complet, comme quoi on te dit: «Ouais, le sucre complet, c'est meilleur pour la santé». Bref, tout ça, en fait, ça reste du sucre. Donc même le sucre des fruits, le fructose et lui, il est même très spécial parce que là, il va direct se déposer sur le foie, hein. Donc si tu veux un foie gras, tu bois à balle de jus de fruits, smoothie, tout ça, hein, même les fruits bruts, on a tendance à dire que oui, c'est naturel, c'est bon pour la santé, mais bien entendu que c'est bon, beaucoup de nutriments. Mais si tu consommes que ça en excès tous les jours et qu'en plus de ça, tu as une vie sédentaire et que tu fais rarement du sport, hein, bon, bah, tu connais le résultat. Donc pour ce qui est du foie justement, il est super important pour les femmes, encore plus quand tu as de l'endométriose ou une autre maladie, parce que je rappelle que le foie, c'est celui qui nettoie le sang. Où dedans, tu y retrouveras aussi tes hormones. Le foie fait partie des émonctoires. Tu l'auras compris qu'un corps sain est un corps dont la totalité des cellules sont oxygénées et nourries de manière optimale, et dont le travail de ménage, d'épuration est lui aussi fait de manière optimale. Donc prendre soin notamment du trio foie, intestin, peau, mais aussi dans les émonctoires, on a nos reins et nos poumons. Le foie peut avoir du mal à mener à bien cette étape, hein, de dégradation des hormones s'il est par exemple déjà surchargé par une alimentation trop grasse ou trop sucrée. S'il manque de nutriments nécessaires à ce processus de détox ou s'il croule sous une quantité d'éléments toxiques à gérer, par exemple des composés de pesticides, les métaux lourds, les médicaments, l'alcool, le tabac, les perturbateurs endocriniens, ce qui fait que pour se soulager de cet excès, il va l'envoyer dans les cellules adipeuses de ton corps, donc tes graisses. Hein, les oestrogènes, justement, viennent aussi se stocker dans les graisses. Donc, une femme en surpoids peut développer une hyperœstrogénie, justement à cause de ce processus que je t'ai expliqué lié au foie, où du coup, les oestrogènes qui devaient en tout cas s'éliminer, se stockent dans le gras. Hein. Un autre point, du coup,
pour bouger son corps et maintenir un poids de forme. Je pense qu'on a vu déjà pas mal de choses sur l'alimentation. Je rajouterais aussi que toutes les carences, mais aussi excès, que ça soit en termes de minéraux, vitamines, oligo-éléments, et cetera, tout ça, s'il en manque ou s'il y en a trop, ça crée des déséquilibres et pour savoir lequel est en trop ou pas assez, le plus efficace, surtout pour tout ce qui est minéraux, vitamines, ça va être, le test du cheveu. Je crois qu'on l'a pas en France, donc il faut trouver des labos souvent étrangers qui le font et bien entendu ensuite avoir un médecin nutritionniste ou une naturopathe formée pour savoir après, concernant tes hormones, une prise de sang, ne suffit pas. L'idéal, ce serait de faire une prise de sang à chaque phase, vraiment de ton cycle, menstruel pour, évaluer vraiment, bah, les taux. Sachant qu'une prise de sang n'est jamais fiable, tu peux faire une prise de sang ce matin et refaire la même, le soir, tu n'auras pas les mêmes résultats vu, bah, que, le les fluides ont changé, ce que tu as mangé, ton hydratation, heu et cetera et cetera. Heu Ce qui est intéressant donc, avec un médecin, voilà, qui arrive à lire donc tes résultats, ta neuropathie, c'est, qu'ils vont pouvoir te lire tes résultats, mais aussi te permettre de voir s'il y a une intoxication aux métaux lourds. Donc par exemple, le cuivre, le plomb, hein, donc celles qui ont des couronnes dentaires, mais aussi les mycotoxines, donc tout ce qui est levure, champignons. Donc par exemple, si tu vis dans un endroit où il y a beaucoup d'humidité et que ça se voit sur les murs, bon bah meuf, c'est bon, t'es contaminée, hein, vu que c'est dans l'air. Ah les nanas, à la fin de l'épisode, je vais vous tuer, je crois. Ah, je voulais vous pas me détester, mais vous allez dire: «Mais what the fuck, il y a tellement de choses». Et je vais peut-être en achever certaines. On en parle peu, mais tout ce qui est les prothèses, mammaires ou dans les fessiers ou ce où que tu veux, voilà, bref, bah, tout cela, voilà, on oublie aussi, le composé des matières, hein, alors que c'est du silicone ou du plastique, enfin bref, dans tout ce que tu as dedans et ça peut provoquer aussi des déséquilibres hormonaux, des inflammations, vu que ça reste un corps étranger. Voilà, donc je pense qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de te refaire la poitrine, surtout si tu constates peut-être que tu en as et que tu as remarqué depuis que tu as tes implants que tu as des déséquilibres hormonaux, que tu te sens pas bien, qu'il y a des problèmes, bah, peut-être que ça vient de là. Donc attention à surveiller. Il y aurait aussi d'autres choses à dire, hein, sur les modes de cuisson, sur l'utilisation du micro-ondes, du papier aluminium, du film plastique, des Tupperware en plastique, hein. Quel fléau ce truc, je te jure, de la qualité de tes poêles, des casseroles, surtout quand tu as un revêtement anti-adhésif, hein. Donc tout ça, c'est de la merde pour toi. Je te le dis cash, mais c'est la vérité. Et on va voir justement, hein, les perturbateurs endocriniens. Nos meilleurs amis pour la vie. Donc les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. Gilles Lartigot, que j'avais interviewé sur le podcast, hein, qui justement parlait aussi de tout ça et qui souligne bien que l'on vit dans une société toxique. That's one of the reality, baby. Donc, selon la définition de l'OMS en 2002, il s'agit de substances chimiques, naturelles ou artificielles étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien, donc ton système hormonal, et induire des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants. Ce qui veut dire qu'on est déjà tous contaminés. Toute cette génération-là de la révolution industrielle et encore plus celle après avoir la révolution du plastique. Vive les Tupperware! Donc, nos parents, quand tu étais dans l'utérus de ta maman, par son alimentation, l'endroit où elle vivait, tu étais déjà baigné dans ces perturbateurs. Et ça vaut pour tout le monde, hein, aujourd'hui, hein. À part, je dirais les cultures aborigènes, ceux qui vivent, dans la forêt, la jungle, l'ancestral et qui sont coupés, hein, de notre société, de toute cette industrie, hein, je pense qu'eux, bah, il y a pas de problème, quoi. Je me demande parfois si c'est pas eux qui ont raison. Donc on est tous déjà, hein, baignés dans ces cochonneries. Donc ces perturbateurs endocriniens.
Donc ces molécules ont des conséquences sur l'équilibre hormonal, mais aussi sur l'humeur, l'appétit, le sommeil, la croissance. Même à petite dose, leur action est néfaste sur l'organisme. Et ils peuvent mimer l'action d'une hormone naturelle et en amplifier l'impact, empêcher une hormone de se fixer à son récepteur et tarir ainsi la transmission du signal hormonal, perturber la production ou la régulation des hormones ou de leurs récepteurs, modifier l'élimination naturelle des hormones, modifier au cours de la formation de l'embryon le nombre de récepteurs normalement prévus sur les cellules, causant des dommages irréversibles qui se révèlent souvent qu'à l'âge adulte. Interférer dans le travail de certains messagers chargés de réguler les taux d'hormones qui circulent. D'origine synthétique pour la plupart, les perturbateurs endocriniens sont présents dans de nombreux dentifrices, médicaments, les vernis, les cosmétiques et parfums. Hein, tu vas avoir ça sous le nom de fratarate, fratarate, des fartates. Je vais pas arriver à le dire le nom. Je sais même pas pourquoi j'ai roulé le truc, tu vois. Bref, t'auras compris. Les parabènes, propylène glycol, phénoxyéthanol, éthanol, pardon, benzophénone, bon bref, tous ces mots-là chimiques. Les lingettes, on retrouve aussi dans les lingettes, dans les matières en plastique, les produits de nettoyage, de bricolage, hein, les peintures, tout ça, le jardinage, l'alimentation industrielle, comme on l'a vu, par les conservateurs, les agents de consistance. Tu as aussi dans les tissus, hein, ignifugés par le brome, et leur vitesse d'élimination dans la nature est très lente. Mais merci. Et là, tu te dis, mais c'est dingue à quel point on ne sait pas ça, à quel point on est inconscient, et puis à quel point il y a beaucoup de choses dans la société où on ne prend vraiment pour des cons et on n'en a rien à faire de notre santé. Bah oui, c'est une vérité. Et après, tu as les gens qui vont se demander pourquoi ils ont de plus en plus de mal à faire des enfants, parce que comme tu as vu, tout ça, ça va jouer sur la fertilité, la reproduction, les organes sexuels, femmes ou hommes. Hein, je me souviens dans le premier livre de Gilles Lartigot, qui justement dénonçait l'alimentation industrielle, il y avait cette phrase d'un médecin ou chercheur, je crois, qu'il a interviewé, donc je ne me rappelle plus du nom, qui disait que l'homme ne disparaîtra pas à cause du réchauffement climatique, mais parce qu'il sera devenu stérile. Et on va se retrouver, girl, je te le dis, comme dans la série La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, où les seules femmes encore fertiles porteront des enfants, seulement pour une société d'élite. Hein. Donc c'est vraiment une petite aparté, mais c'est une super série que j'adore. Franchement, sur les femmes, la condition, la société, et le pire, c'est que ça se passe dans les années actuelles. Tu te dis, mais comment c'est possible? Donc c'est une série hyper prenante, dure psychologiquement. Par moments, c'est vraiment chaud. Et franchement, la dernière saison, j'ai pleuré à tous les épisodes. Tu vois aussi la force qu'on a, nous les femmes, cette putain de résilience que je suis désolée, les hommes n'ont pas. Bref, je te conseille cette série à 1000%. Je ferme la parenthèse. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette infertilité, de plus en plus répandue chez l'homme, avec un grand H, hein, donc j'ai inclus la femme dedans, touche aussi les espèces animales et leur extinction. Parce que je pense que tu es au courant, enfin en tout cas j'espère, que nos déchets se répartissent dans la nature, qu'il y a un 8e continent de plastique, et que du coup, les espèces se féminisent de plus en plus à cause des perturbateurs endocriniens, à cause de l'homme, et notamment les xénoœstrogènes, ceux qui miment les œstrogènes. Donc, comme j'ai dit, d'où viennent les perturbateurs endocriniens? De l'activité de l'homme. Donc je pense qu'arrivé à ce stade déjà de l'épisode, tu as déjà une grosse prise de conscience sur ce que tu manges, mais aussi sur ton environnement. C'est là aussi où on constate les différents facteurs possibles de nos maux et d'une maladie.
D'où encore une fois l'approche holistique pour évoluer, guérir et avoir un mieux-être. C'est de la prévention. Le risque zéro n'existe pas. Comme je t'ai dit, on est déjà tous contaminés. Il y a aussi des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a des gens qui auront une hygiène de merde toute leur vie, bouffe, alcool, drogue, 5 heures de sommeil, pas de sport et qui vont vivre jusqu'à 90 ans. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas fumé, hein, qui n'ont pas bu, hygiène nickel et qui se chopent un cancer. Injustice? C'est sûr que tu peux le ressentir. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut ne plus rien se soucier au final? Parce qu'on va tous crever un jour et du coup faire n'importe quoi? Je ne pense pas. Ça reste mon avis. On en revient à une question de respect de soi, d'honneur aussi, de ce corps qui nous a été donné, même s'il n'est pas en pleine santé, et puis du respect du vivant et de cette terre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on reste des êtres complexes, multifactoriels, multidimensionnels, des êtres holistiques, avec une dimension aussi émotionnelle, hein. La cause de nos maladies peut être aussi liée à nos émotions, nos croyances, un stress, un traumatisme, un autre héritage transgénérationnel. Ça a été prouvé également, hein. Je ne parle pas que de génétique. Mais encore une fois, c'est un choix propre à chacun, d'où la question de libre arbitre. À chaque instant, je fais des choix. Ça vaut pour tout. C'est ma responsabilité. Aujourd'hui, tu sais, maintenant, tu en fais ce que tu veux de cette information et tu fais plus l'autruche. Donc pour revenir aussi par rapport au plastique, il y a des choses à absolument arrêter si justement tu veux limiter ton exposition aux perturbateurs endocriniens. Tu as vu dans les cosmétiques. Bref, je vais revenir là sur l'alimentation. Les gobelets en plastique, les boîtes en plastique pour stocker les aliments. Même si tu ne réchauffes pas ton aliment dedans, alors si tu le réchauffes avec un micro-ondes, bon bah tu as tout gagné, hein, tu remplaces toutes tes petites boîtes par des contenants en verre et aujourd'hui ça ne coûte plus aussi cher qu'avant. Par ailleurs, pour ta petite cloche, hein, que tu mets dans le micro-ondes, il en existe en verre. Ou si tu veux absolument utiliser ton micro-ondes, tu mets une assiette dessus, hein, sinon tu peux aussi réchauffer comme avant à la casserole ou à la poêle et au four, et puis comme ça, tu t'évites également les ondes, hein, électromagnétiques. Le film alimentaire, mamma mia, ne jamais faire chauffer ce film alimentaire. Vapeur, micro-ondes, etc. Ne jamais faire toucher le film alimentaire aux aliments, particulièrement s'ils sont gras, comme par exemple le fromage. Je te jure, c'est fou parce que ça, si tu vas en grande surface, tu en vois partout du film alimentaire, comme chez le tatoueur, hein. Donc, en gros, tu abandonnes tout simplement l'usage du film alimentaire. Pareil pour l'aluminium, tu mets dans des boîtes. Maintenant, il existe même des tissus en coton bio imprégnés de cire d'abeille pour conserver les aliments. Un peu de curiosité, s'il vous plaît. Beaucoup de choses existent aujourd'hui dans le bon sens. Et c'est chouette. C'est aussi ça qu'il faut valoriser. Ces petits fabricants, ces petits producteurs, pour les encourager et faire changer aussi ces habitudes bien ancrées. Concernant les contenants métalliques, type conserve, et oui, les canettes, et c'est pareil pour les boîtes de sardines macro, ce qui est dommage parce que c'est riche en oméga 3, très bon, indispensable pour ta santé. Alors maintenant, tu en trouves notamment, j'ai vu ça pour le thon, bon, même si c'est bourré de mercure, hein, tu en trouves dans des contenants en verre. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en magasin bio. Le prix est forcément bah, pas le même que ta petite boîte petit navire à 1,50 €, hein. Les bouteilles en plastique, bah oui, perturbateurs endocriniens dessus, en plus des composés des fois qu'ils rajoutent dans l'eau, hein. Il y avait justement polémique, hein, sur certaines grandes marques d'eau qui étaient bourrées de bactéries, pesticides, de la merde en bouteille. Pareil, l'eau du robinet, de toute façon que ce soit l'un ou l'autre, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Dans l'eau du robinet, tu auras aussi du chlore, des perturbateurs, des résidus d'hormones, des médicaments, des excréments des fois. Et oui, c'était arrivé à La Réunion. Non, mais je te jure, on se fout de notre gueule, hein. Donc pour ça, le mieux, c'est d'installer un filtre directement sur ton robinet. Ça aussi, ça vaut aussi, pardon, pour le filtre de ta douche. Oui, on n'y pense pas.
Ou alors ce que tu peux faire, c'est avoir une cuve filtrante, hein, de type Berkey qui va purifier l'eau. Tu as d'autres marques, hein, maintenant. Pareil, tu trouves maintenant aussi des gourdes filtrantes. Moi, j'en ai acheté une de la marque Lifestraw en, métal et pas en plastique. Sinon, bah, tu pas compris l'épisode, en fait, hein. Ah là là, la nana, donc tu hein, ça fait plus d'une demi heure qu'elle en parle et la nana, elle a toujours pas compris. Je ne veux vraiment pas qu'à la fin de cet épisode, tu te retrouves dans un état d'anxiété. Ce n'est vraiment pas le but parce que tu peux rentrer dans une paranoïa, pour le coup, devenir hypocondriaque et même ça peut générer de l'anxiété vraiment. Dis-toi que tu fais au mieux que tu peux. Ce sera jamais parfait. Tu commences petit dans tes habitudes, des choses que tu utilises et voilà, c'est déjà très bien. Donc bref, il y a d'autres choses, hein, à rajouter, hein, comme, les métaux lourds, les mycotoxines, comme je t'ai dit, mais c'est déjà suffisamment. Je te conseille le livre de Marion Baudier et Melon, «Trouvez votre équilibre hormonal, explorer les causes profondes de vos troubles et soulagez-les avec la nutrition». Vraiment, c'est hyper complet, une petite pépite, sur le sujet. Maintenant, on va voir aussi d'autres causes potentielles d'un déséquilibre hormonal. Un autre facteur, c'est le stress. Le stress est sous toutes les formes. Avoir une alimentation de merde. Je sais pas combien de fois j'ai dit merde aujourd'hui dans ce podcast. Une hygiène de vie de merde. C'est du stress pour ton organisme. Vivre dans une grande ville, c'est une source de stress. Je te dis pas que tout le monde doit aller vivre à la campagne. Les travaux, la pollution, les nuisances sonores, et cetera. Faire un boulot que tu n'aimes pas, être entouré de gens négatifs, pessimistes, être dans une relation amoureuse toxique, non épanouissante, de merde. Avoir vécu un traumatisme peut également être une cause profonde de stress. Être en permanence hyper connecté, actif, c'est stressant. Ton cerveau a besoin de périodes pour décompresser. Le sommeil aussi, hyper important pour ton système nerveux, donc ton cerveau. Une seule moins bonne nuit de sommeil et les hormones sont déréglées, sans compter la mémoire, l'immunité, l'équilibre émotionnel, le métabolisme, la santé cardiovasculaire, entre autres. Pour pallier l'insuffisance d'énergie, le corps génère une réaction de stress physiologique. Bien dormir et dormir suffisamment, au minimum 8 heures de sommeil, est absolument primordial pour que nos hormones soient au beau fixe. Et c'est pourtant un des aspects les plus négligés. Trop de choses à faire, encore un épisode d'une série, film, les réseaux sociaux. On pense pouvoir rattraper le sommeil le week-end, mais le sommeil ne se rattrape pas. Autre chose aussi, ton cerveau aime les routines, la discipline. Idéalement, tu devrais te coucher à la même heure et te lever à la même heure, même les week-ends, même pendant les vacances. Dormir aussi dans le noir complet, pas de lumière. Autre point, l'heure à laquelle tu dors. On pense que c'est pareil, que tu dors de 22 heures à 7 heures ou de 2 heures à 11 heures, mais pas du tout. Chaque heure est propice au travail d'un organe en particulier, d'une fonction en particulière. Entre 22 heures et 2 heures, c'est la fenêtre où le cerveau se débarrasse de l'inflammation, où il fait un tri de la journée, comme un reset. On va finir cet épisode par le sport. Alors, tu auras compris que le manque de sport n'est pas bon. Tout le monde sait qu'il faut bouger tous les jours, tout le monde sait, mais est-ce que tout le monde l'applique? C'est autre chose. Ce que je voulais souligner sur le sport, c'est d'avoir une pratique sportive aussi équilibrée entre des activités à intensité douce à modérée et de la haute intensité. Attention, attention avec les sports à haute intensité tels que CrossFit, cardio, HIIT, tout ce qui va provoquer un stress important dans l'organisme. D'autant plus lorsque tu as une maladie inflammatoire. Il faut savoir que les sports à haute intensité ne sont pas bons dans ce cas-là, mais même sans stress où tout va bien en fait. Parce que le stress égale inflammation. Donc, maladie ou pas, sur du long terme, si déjà tu n'as pas une alimentation qui suit, avoir un apport suffisant en protéines, sommeil, gestion du stress, plus que tu fais du crossfit 5 fois par semaine où tu te mets des cartouches à chaque fois, crois-moi qu'il y a un moment donné, la balance, elle va tomber. Ton énergie va en pâtir, ta santé aussi.
Alors je ne dis pas que tu ne peux pas en faire, c'est vraiment pas ce que je dis encore une fois dans cet épisode. Je viens de te dire qu'il est très bien d'avoir une pratique sportive avec des pratiques douces et à intensité modérée telles que le yoga, fitness, natation, haltéro, calisthénie, etc. Plus de la haute intensité 2 à 3 fois par semaine maximum. Ok, je pense qu'on est bien là déjà pour un premier épisode complet sur ce sujet. Je sais que ça fait énormément d'informations. J'espère que tu as pris des notes. Tu peux le réécouter. C'est aussi la beauté d'Internet, c'est que ce podcast, il sera diffusé, il sera là à vie, donc tu pourras y revenir. Il y aura, je pense, d'autres épisodes qui viendront aussi sur le sujet, si on veut aller plus loin sur un point en particulier. Donc pour ça, n'hésite pas à poser des questions si tu l'écoutes sur YouTube. Tu peux laisser un commentaire. Partage-moi aussi ton avis sur cet épisode. Partage-moi tes questionnements en commentaire. Tu peux me contacter directement aussi par mail. Tu as toutes mes coordonnées. Voilà, donc j'espère que cet épisode il t'a plu, que tu as appris des choses et que ça te donne aussi l'envie de reprendre en main ta santé. Je rappelle que la connaissance, c'est le pouvoir et ça te permet d'agir et de retrouver du pouvoir personnel, de retrouver de la souveraineté. Tu es importante, ton corps, ta santé est hyper importante. C'est vraiment le pilier, c'est la base. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!